Alors, pour ce premier exercice, on vous dit qu'une bobine circulaire de 30 spires de rayon 10 cm est plongée dans un champ magnétique externe de 26 000 Tesla qui est parallèle à son axe. Quel est le flux magnétique qui traverse la bobine? C'est une application directe, il ne faut juste pas oublier. Donc vous avez votre spire circulaire, vous avez le champ magnétique qui est comme ça, avec l'axe de la bobine, hop, avec un rayon de 10 cm, on va appeler petit r, et non petit a, parce que c'est pour ça qu'on appelle tout petit a, parce que les R sont réservés pour les résistances en règle générale. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre flux est un flux pour un certain nombre de spires, donc c'est n fois le flux pour une spire, donc c'est n fois b scalaire s, donc c'est n fois b fois pi à carré directement. Et comme les deux sont dans le même sens, à condition que je l'oriente par là, vous avez l'expression de votre flux. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique que je vous laisse en exercice. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, on vous dit qu'un courant de 3,8 ampères circule dans la bobine et on constate que le flux magnétique total est nul. En déduire l'inductance propre de la bobine. Alors ça veut dire que le courant de 3,8 ampères, il ne nous donne des informations que sur la valeur absolue du courant, pas sur son signe. Si le courant circulait effectivement dans ce sens-là, le champ magnétique produit par le système serait vers le haut. Et on n'a que le flux propre, en valeur absolue, c'est LI. Donc en fait, votre flux propre, on va noter comme ça, c'est LI, s'il est négatif, il est négatif, sinon il est positif. Là, j'ai le flux extérieur, donc le flux total va s'écrire le flux extérieur plus le flux propre. Et ce flux propre, on redéfinira bien la semaine prochaine dans le chapitre 4, j'ai N, B, pi A carré pour le flux extérieur, LI pour le flux propre, et on vous dit que le flux total, du coup, on observe qu'il est nul, par une méthode qui n'est pas décrite, et ça vous dit que votre L s'écrit NB pi A carré sur moins I. Comme on démontrera qu'une inductance propre est forcément quelque chose de positif, ça veut dire que, en fait, votre moins I est positif, et donc grâce à ça vous pouvez aussi avoir la valeur numérique correspondante. Et là de nouveau il y a juste à faire l'application numérique, si j'écris, ça me fait 30 fois 26 10 moins 3 fois pi fois 10 cm au carré, donc 10 moins 2 en mètres, divisé par les fameux 3,8. donc il ne reste plus qu'à faire l'application numérique et obtenir la valeur. Vu le nombre de spires et la taille de votre objet, je tablerai sur quelques millihenries en règle générale, parce que des bobines de 1 Henry c'est plutôt difficile, et si vous tapez dans le kilo Henry ça va être plutôt dur. Alors si on fait une estimation à la louche, allez, là j'ai du à peu près 900, on va dire, à condition, alors 900 c'est une surinterprétation, 900 x 3, 9 x 3 27, donc ça me ferait du 2700. 2700 sur 3,8, ça fait à peu près du 3 quarts, donc ça doit faire à peu près du 3 quarts, donc 10 puissance 3 multiplié par 10 moins 3 multiplié par 10 moins 2, les 10 moins 3 se simplifient, il me reste du 3 quarts 10 moins 2, et 3 quarts 10 moins 2, ça fait à peu près du 7 millihenry. Vous aurez qu'à me mettre le premier qui en commentaire me met la vraie valeur et me dit si mon calcul à la louche est à peu près juste. Je le remercierai beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour ce premier exercice. Alors, deuxième exercice, l'exercice 4.
Donc au niveau de l'exercice 4, là, il faut qu'on regarde directement sur l'énoncé. On vous dit qu'on a un circuit filiforme dans un plan parfaitement déformable qui peut augmenter de taille sans aucun souci, évoluant sans frottement et alimenté par un générateur de force électromotrice grand E, parcouru par un courant I qu'on a mis dans le générateur avec la même orientation que le générateur et soumis à un champ extérieur qui est perpendiculaire au plan. Le sens de l'orientation est choisi pour que le flux soit positif, ça c'est correct, et on veut savoir parmi ces propositions lesquelles sont vraies. Déjà, si I est positif, les forces de Laplace déforment le circuit dans le sens d'une augmentation de la surface. Il suffit de mettre votre I là, le champ magnétique est ici, ce qui veut dire que si on dessine la force qui va s'exercer à cet endroit-là, elle est effectivement par là. De l'autre côté, elle va être vers l'extérieur à chaque fois, puisque vous avez I, le B, et la force, quel que soit l'endroit où on se place, la force aura tendance à se mettre vers l'extérieur du circuit. Donc, votre système est correct, votre affirmation est correcte. On a une augmentation de la surface. Si on suppose que le champ magnétique extérieur est nul, alors pour I positif, le circuit se déforme de telle manière que la surface augmente. Ah bah non, non, parce que si le champ magnétique est nul, le champ magnétique extérieur, il n'y a pas de force de Laplace. Parce que pour les forces de Laplace, il faut bien prendre en compte le champ extérieur et pas le champ propre. Alors même que quand on calcule le flux au travers de la surface, il peut aussi prendre le flux propre, comme on a vu dans le premier exercice. Donc, cette affirmation-là, elle est fausse. Le circuit est fermé, mais n'est plus alimenté par un générateur. Si le champ magnétique diminue en norme, la surface du circuit va augmenter. Je vous rappelle que la loi de Lenz dit que s'il y a une modification extérieure, le circuit évolue de sorte à limiter cette modification. Là, en l'occurrence, le champ magnétique diminue, ce qui va faire diminuer le flux au travers de votre surface. Et pour essayer de conserver ce flux le plus grand possible, pour essayer de compenser, on peut augmenter la surface. Et donc, effectivement, si le champ en norme diminue, la surface va avoir tendance à augmenter parce que le courant induit va être dans ce sens-là et on se retrouve dans la position du 1 avec un champ magnétique externe, un courant qui circule dans ce sens-là et donc des forces vers l'extérieur qui déforment le circuit. Et finalement, si un opérateur extérieur déforme la surface en l'augmentant, donc on augmente la surface, les forces de Laplace sont de nature à faire diminuer la surface. Et ça c'est vrai puisque là de nouveau, la raison de l'augmentation du flux, c'est l'augmentation de la surface. Donc, il va apparaître des forces qui vont tendre à essayer de faire diminuer la surface. Ils n'y arriveront pas, mais elles vont limiter la diminution. Donc, cette partie, ce numéro 4, là, il est juste aussi. Sachant qu'il y a quand même une question, préciser le sens le signe du courant induit, par rapport à ce I-là qui me donne l'orientation comptée positive, comme maintenant je vais avoir des forces de Laplace qui diminuent la surface, je dois avoir un I dans la direction inverse, ça veut dire un I qui va être négatif. Donc ça répond à cet exercice 4. En passant à l'exercice 5, donc ça c'est le même type de raisonnement que l'exercice 6 qu'on a fait mardi, et cet exercice 5, on vous dit, voilà, j'ai un aimant nord-sud qui se déplace dans cette direction-là. Donc l'aimant crée un champ magnétique qui a tendance à aller par là. Étant donné que l'aimant se déplace dans cette direction, ça veut dire que la norme du champ magnétique augmente et la bobine qui est là va se dire, bah non, moi j'aimerais bien que ce champ magnétique-là il diminue, ou du moins que l'augmentation ne soit pas aussi brutale, donc je vais créer un champ magnétique dans l'autre sens. Et pour créer un champ magnétique dans l'autre sens, vous voyez qu'avec cette orientation, je dois m'enrouler comme ça, et d'après les dessins tels qu'ils ont été faits là, ça veut dire que le courant doit descendre de ce côté-là, puisque c'est une partie haute, et monter de ce côté-là, c'est la partie basse, pour que ça s'enroule dans ce sens. Deuxième chose,
vous avez un courant I' qui augmente. Donc un champ magnétique créé par votre bobine qui va être dans ce sens-là et qui augmente. S'il augmente, ça veut dire que le flux là va avoir tendance à augmenter dans ce sens, qui veut dire que le système veut pousser dans l'autre sens. Donc le champ magnétique qui va être créé par cette bobine, par le courant induit, pour s'opposer à cette augmentation du courant et donc du champ magnétique de l'inducteur, va être dans l'autre sens. S'il est dans l'autre sens, ça veut dire que au niveau de votre fil, le courant doit se déplacer dans ce sens-là. Vous voyez, là encore, c'est des petits raisonnements, c'est fait avec les mains, en sens propre, et c'est très rapide de déduire sans aucun calcul, intuitivement. Donc il faut vraiment que vous sachiez faire ce type de petits calculs, parce que ça vous permet de vérifier que sur des systèmes plus complexes, ça fonctionne correctement. L'exercice 8 du TD porte sur une spire élastique. On va l'énoncer ici. On a un matériau conducteur élastique, ça c'est assez difficile à trouver, mais enfin admettons, qui est tiré pour former une spire circulaire de rayon 25 cm, plongée dans un champ magnétostatique, dirigé selon son axe. On le relâche, le rayon commence à diminuer à 1 mètre par seconde de vitesse, donc ça sera le R point, ou le A point là en l'occurrence. Quelle est la force électromotrice induite? Donc si on fait un petit dessin, vous avez votre spire de rayon A, vous avez le champ magnétique qui est par là, comme ça, on va orienter dans ce sens-là de sorte à avoir un flux qui soit sympathique. Le flux s'écrit simplement B fois pi à carré, et la force électromotrice induite, qui vaut moins défi sur dt, va être en moins b fois pi, et là j'ai la dérivée de a carré par rapport au temps, et ça me fait 2a fois a point, la vitesse, le dA sur dt. Donc si je veux avoir la valeur de la force électromotrice, on a que le b vaut 0,1, le pi il vaut 3, j'ai 2, le 25 cm c'est un quart, donc hop, et le A point est de 1 mètre par seconde, donc je me retrouve avec du moins 0,3 sur 2, donc du moins 0,15 volts de tension instantanée qui est induite à cet instant. Après, l'exercice 9. On a une spire ou un moteur électrique en rotation dans un champ magnétique. On donne le flux magnétique en milliweber au travers de la spire, et j'aimerais déterminer la force électromotrice induite et la vitesse de rotation du moteur en tours par minute. Alors là, vous avez un graphique dans lequel on peut calculer l'expression de la dérivée. Vous voyez que la dérivée est constante, elle est positive, ensuite elle est nulle, après elle est constante négative, elle est nulle, elle est constante positive, elle est nulle, etc. Donc si je fais un tracé pour cet exercice 9 de la force électromotrice en fonction du temps, donc si je reprends les mêmes graduations, hop, à peu près, au début le défi sur dt est positif, donc moins défi sur dt sera négatif, donc on aura une force électromotrice constante négative jusqu'au premier tic, ensuite elle est nulle pendant 1, ensuite elle est positive puisque la pente est négative pendant 2, nulle pendant 1, positive, négative pendant 2, nulle pendant 1, etc. Donc on va avoir une force électromotrice qui va avoir cette tête-là. On peut même estimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai du 10 millisecondes. J'ai une augmentation de 10 milliweber en 10 millisecondes. Ça fait 10 Weber par seconde. Et le Weber par seconde, ça correspond à une tension. Donc,
10 millivébert sur 10 millisecondes, ça fait 1 Weber par seconde, pardon, et donc je suis à moins 1 volt ici et à plus 1 volt. Voilà pour ce premier. Et puis pour la période, ou la vitesse angulaire de rotation du moteur, la vitesse angulaire, bah, on fait un tour sur une période fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 10 millisecondes, donc la période elle fait 60 millisecondes, et donc la vitesse angulaire c'est 2π sur la période, tiens ça tombe bien parce que 2π ça fait 6 ou presque, sur 60, 10 moins 3, ça fait 10 puissance 3 divisé par 10, ça fait donc du 100 radians par seconde à peu près. J'ai à peu près cette valeur là et ça me permet d'obtenir cette estimation et de répondre à ce petit exercice. Donc ça c'était pour l'exercice 9. Il nous reste le 12, le 13 et le 15. Donc le 12 est encore relativement, et le 13 aussi d'ailleurs, relativement court, pas très difficile. On vous demande de déterminer ce qui se passe avec un flux-mètre. Donc une petite bobine de 3 mm carrés de section. Attention, cette fois-ci on vous donne la surface et pas simplement le rayon. 60 pi, il ne faudra pas oublier de multiplier par n. De résistance 40 ohms, mais placé dans l'entrefer d'un électroaimant de sorte que l'axe de la bobine et des pôles coïncident. Ça c'est pour simplifier les calculs, on n'a pas de problème d'angle. Lorsque la bobine tourne de 180 degrés, un intégrateur de courant branché à ces bornes enregistre le passage d'une charge de 4,5 microcoulombs. Déterminez le champ magnétique dans l'entrefer en le supposant uniforme. Alors là, il va falloir réfléchir un tout petit peu à votre système quand même. C'est pas totalement direct, donc on va essayer de bien poser les choses. Donc vous avez une bobine avec plusieurs tours qui est plongée dans un champ magnétique et vous avez donc un flux total au travers des deux qui va valoir B fois S fois le nombre de spires. Jusque là, pas de souci. Et on vous dit après, on prend cette bobine et on la tourne. Donc en fait, si je regarde la force électromotrice qui est produite lors de cette rotation. Phytote, il passe de ça et jusqu'à moins BSN, puisque on passe d'un angle de 0 degré à un angle de 180 degrés. Cosinus 180, ça fait moins 1. Donc on se retrouve avec une force électromotrice induite là-dedans, qui va être dans ce sens-là. Votre système électrique est équivalent à une résistance, et donc la force électromotrice comparée à ça. Donc j'ai un courant qui vaut E sur R. Donc il s'écrit moins 1 sur R défi sur dt. On vous dit, on fait un intégrateur. L'intégrateur, il fait quoi? Il va calculer la charge qui correspond à la somme des dq sur dt fois dt de l'angle de 0 degré jusqu'à ce qu'on arrive à 180 degrés. Alors, je mets ça entre guillemets parce que c'est pas le temps qui vaut 180 degrés, mais c'est le temps qu'il faut pour arriver jusqu'à 180 degrés. Alors écrivons-le. Donc en fait, je pourrais marquer du début à la fin, et mon I s'écrit moins 1 sur R défi sur dt fois dt. Mais ça c'est sympa parce que l'intégrale d'un f' dt, bah, sa primitive je la connais, c'est f, donc je me retrouve avec moins 1 sur R et phi pris entre le début et la fin. Or, la valeur de la fin, elle vaut moins BSN, la valeur du début, elle vaut BSN, donc je me retrouve avec du moins 1 sur R, facteur de moins BSN, ça c'est la valeur du début, auquel je soustrais la valeur de la fin, auquel je soustrais la valeur du début, c'est-à-dire BSN. Moins en facteur, ça va me faire un plus, c'est relativement sympathique, et je me retrouve avec 2 fois BSN sur R. Et avec ça, on a toutes les informations. On vous dit que
Non, on veut obtenir le champ magnétique. On a la valeur de Q, on a le S, on a le N, on a le R. On peut en déduire que le B, il s'écrit RQ sur 2SN. Donc R, d'après l'énoncé, c'est 40. Q, c'est 4,5 10-6, c'est des microcoulombs. Multiplié par 2. Alors attention, la surface est en millimètres carrés. Donc 3 millimètres carrés, c'est 3 fois 10-3 au carré, donc 10-6 mètres carrés. Hein, c'est une toute petite fraction de mètre carré. Et j'ai mes 60 spies. Alors ça tombe bien parce que les 10-6, ils vont partir. Le 40 et le 60, ça se simplifie en partie. Le 6, il s'écrit 2 fois 3, ce qui veut dire que j'ai un 2 qui va me simplifier avec le 4. Je me retrouve avec du 4,5 sur 9, et ça c'est de nouveau sympa, ça fait 1,5, donc ça fait 0,5 Tesla. Alors, je ne sais plus quel est l'exercice, on a déjà trouvé 0,5 Tesla, mais visiblement ils ont utilisé le même aimant dans les deux cas. Alors, il nous reste l'exercice 13 et l'exercice 15. Donc pour l'exercice 13, vous avez un barreau qui se balade sur 2 rails et qui n'est branché à rien. La question est donc ouverte de savoir si on peut mesurer une tension aux bornes entre M et N en plaçant 2 fils à cet endroit-là qui suivraient le rail pour voir comment est-ce que ça évolue. Alors on va essayer d'utiliser le même type de mise en œuvre que ce qu'on avait dans le cours, à savoir qu'on avait dit dans le cours, bah, si on a un circuit ouvert, donc là j'ai mes 2 rails, j'ai les barreaux, le barreau qui est ici, avec le point N, le point M, bah, c'est équivalent à se dire que j'ai mon barreau en mettant ici une résistance infinie, donc il faudrait, qui est là pour fermer le circuit, et donc il faudrait déterminer la tension à ces bornes. Alors pour faire ça, eh bien tout simplement, on a le champ magnétique d'après le dessin qui monte comme ça. On a la vitesse du barreau qui va comme ça vers la droite. Et puis on peut essayer de raisonner. Alors on veut U Mn, donc il demande Vm moins Vn, c'est-à-dire cette tension-là. Donc tant qu'à faire, on va orienter le circuit de sorte que la force électromotrice que va nous donner Faraday soit directement celui-ci, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre le I dans ce sens-là. Si je mets le I dans ce sens-là, ça me donne un vecteur surface qui va aller, qui est planté dans la feuille, et donc le flux correspondant va valoir du moins B fois S, avec S qui va valoir A fois, alors si je note 0 la position initiale, que ça c'est L, donc un petit peu plus tard je serai, donc le A c'est la largeur et la longueur ce serait L moins X avec un axe des X qui va par là. Et donc avec une vitesse qui ici sur le dessin serait positive. Donc quand je calcule par Faraday la force électromotrice, j'obtiens moins dφ sur dt. Le moins par le moins, ça fait un plus BA fois la dérivée de moins X. Donc je me retrouve avec du moins BA Vx. En d'autres termes, ce E là, qui est aussi du coup la tension aux bornes de ma résistance infinie, et qui est donc la tension que je cherche, ce E là, qui correspond à UMN, va être négatif dans cette position là. Alors vérifions si c'est cohérent. Pourquoi est-ce que je devrais avoir une force électromotrice négative? Donc un courant I ici serait que c'est négatif, ça veut dire que le courant en fait il va dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que le flux en fait diminue. J'ai un champ magnétique, un flux en valeur absolue on va dire,
que le flux est en train de diminuer parce que la surface est en train de changer. Donc pour éviter cette diminution, il faut imposer un courant dans ce sens-là pour avoir un champ magnétique induit qui soit qui se rajoute au champ magnétique présent dans le même sens et qui va donc essayer de supplier la diminution du flux qu'on observe à cet endroit-là. D'où la réponse en moins BA dx avec cette orientation. À noter que si on avait fermé de l'autre côté, on peut peut-être faire rapidement le même calcul. Si on avait fermé de l'autre côté, donc une autre manière de voir cet exercice 13, si on ferme de l'autre côté par la même résistance infinie et que j'ai mon barreau qui est en train de se balader vers la droite, ça simplifiera un tout petit peu les choses au niveau des notations, c'est-à-dire que là, hop, je mets mon axe des X comme ça. Donc la surface, elle vaut A fois X. De nouveau, je vais orienter le circuit de sorte à avoir la force électromotrice ici qui soit dans le sens pour lesquels on me demande de calculer la différence de potentiel. Et donc il me faut un courant qui tourne en convention en générateur dans le même sens que celui-ci. Là, avec la règle de la main droite, je me retrouve avec un vecteur surface dans ce sens-là. Et donc le flux qui vaut B scalaire S va valoir plus BAX. Et donc le E en question vaut moins dφ sur dt. Donc moins BA dx sur dt, c'est-à-dire Vx. Dans les deux cas, je trouve le même résultat. Donc ça me permet de rester cohérent avec cette expression. Bon, et on va terminer par l'exercice 15, qui est un exercice fétiche pour la question de cours, celui-là habituellement. L'exercice 15 en question, c'est vous prenez un cadre. Il va falloir orienter d'une manière ou d'une autre. Et on veut calculer le flux du champ magnétique créé par ce fil infini à l'intérieur de ce cadre. Donc, je vous rappelle, règle de la main droite, le champ magnétique tourne comme ça autour du fil et donc se plante. Il est bien perpendiculaire au plan qui est là, puisqu'il est selon Eθ et Eθ au niveau de ces endroits-là. Il se plante simplement dans la feuille. Donc on a l'expression du champ magnétique. On aimerait trouver l'expression du flux, d'abord le flux élémentaire sur une petite surface ds et ensuite le reste. Alors pour que ce soit selon Eθ, on a tout intérêt à orienter le courant là-dedans dans ce sens-là, de sorte que ça fonctionne correctement. Et puis après on essaiera de répondre aux autres questions. Alors donc dans un premier temps, j'ai pour mon exercice 15, j'ai le fil avec un courant I qui parcourt, j'ai le cadre qui est de hauteur H, qui est un peu plus rectangulaire que ça, de hauteur H, de largeur petit b et à l'écart de A. On va orienter donc de sorte que le vecteur surface plonge là-dedans, donc on va prendre avec un petit i une orientation qui va donner le résultat dans ce sens-là. Là j'ai bien mon vecteur surface et puis je vais prendre un petit bout ds de surface. Donc ce ds, ça va être dr fois dz, puisque je me suis éloigné de r à r plus dr et j'ai monté de z à z plus dz. Donc si je regarde le petit flux ça va être le b scalaire ds, sachant que ce vecteur ds qui du coup va être plongé, il va être selon Eθ ici. Donc ça va s'écrire le b qui est rappelé c'est mu 0 i sur 2 pi r Eθ
scalaire dr dz selon Eθ. Bien sûr, le Eθ scalaire Eθ, on l'a choisi pour que ça fasse plus 1, comme ça c'était tout de suite dans le bon sens, et en plus ils sont parallèles les deux. Donc je me retrouve avec une expression du petit flux qui s'écrit une constante, mu0i sur 2pi, multiplié par un machin qui dépend de r, et multiplié par un machin qui dépend de z. Si je veux avoir le flux total, c'est l'intégrale sur toute la surface des petits flux. Et sur ma surface, en fait, j'ai deux variables. J'ai R qui varie de A à A plus B, et j'ai Z qui varie, on va dire, de 0 à H. Donc je me retrouve avec l'intégrale de Z égale 0 à H, l'intégrale de R égale A à B, de ces trucs-là. Alors le mu0i sur 2pi, je peux le mettre en facteur puisque c'est le même pour tout le monde. Le dz, il ne dépend pas du R, donc je peux le mettre en facteur de cette intégrale-là, et il me reste juste l'intégrale, la somme des dr sur R. Cette somme des dr sur R que j'ai mis ici en facteur, parce que je vous rappelle que c'est des mises en facteur, donc maintenant je me suis retrouvé avec un produit d'intégrale. Ça va me faire du ln de, alors R il varie pas jusqu'à B, mais il va jusqu'à A plus B, donc ln de la valeur A plus B, la valeur externe sur la valeur interne A. L'intégrale des dz de 0 à H, c'est tout simplement H, ça s'intègre très facilement, et le mu0i sur 2pi il reste, donc je me retrouve avec un flux qui vaut mu0i sur 2pi H ln de A plus B sur A. On peut vérifier au niveau de l'homogénéité que ça marche. Un champ magnétique, c'est du mu0i divisé par une distance. Un flux, c'est un champ magnétique multiplié par une surface. Là, j'avais une division par une distance, je me retrouve avec une multiplication par une distance. Donc, j'ai bien multiplié par une distance au carré qui correspond à une surface. Donc, ça me permet d'obtenir le flux total dans mon système à ce niveau-là. Bon, ensuite, donc ça c'est directement la réponse à la question 1 et la question 2, puisque la question 1 en fait c'était le rappel de la définition du flux total en fonction des petits flux. On a déjà en fait répondu à la question 3 aussi, donc il ne reste plus que l'application. Et l'application, elle nous dit quoi? On cherche une induction près des lignes électriques, donc on a un courant, une ligne à haute tension, de valeur efficace, un I efficace de 1 kA. On approche une bobine plate qui a justement un côté A et une distance D du fil. Alors là, faites attention, la difficulté, ça va être les notations. Donc on approche la bobine qui est en fait une bobine carrée avec A ici et A ici, donc en fait H il vaut A, B il vaut A, mais la distance ici qui s'appelait A avant, elle vaut maintenant D, et donc le flux correspondant va s'écrire mu0 I de T sur 2pi fois, il y avait un H, donc ça fait A, ln de D plus A sur D. Il faut juste faire attention aux notations. Et on a une ampoule qui s'éclaire si la tension à ses bornes est supérieure à 1,5 volts. Donc j'aimerais obtenir la tension correspondante. Alors j'aimerais pas utiliser une nouvelle feuille, donc je vais continuer ici. Vous avez que Faraday vous permet de dire que la tension c'est moins dφ sur dt. Là-dedans, la seule chose qui varie, c'est votre I. Donc on se retrouve avec, si je note que le I de t, il s'écrit racine de 2 fois le I efficace qu'on vous fournit fois cosinus oméga t. Quand je le dérive, alors le cosinus il dérive en moins sinus ça fait plus, donc il me reste le mu0
I, donc mu0 racine de 2 I efficace, sur 2pi fois A fois oméga sinus oméga t fois le fameux ln de d plus A sur d. Là, alors quelle est la question à poser? On vous donne D, on vous donne A, et on veut savoir le nombre de spires pour que ça marche. Bien entendu, j'ai oublié de multiplier ici par le nombre de spires. Donc, si on veut une tension efficace, hein, là j'ai du racine de 2 E efficace fois le sinus oméga t, puisque là, ça va s'écrire finalement comme ça. Donc la valeur efficace, c'est mu0 I efficace sur 2pi fois A fois ln de d plus A sur d, fois le fameux n qu'on cherche. Et donc, on peut en déduire l'expression de ce n en fonction de tout le reste. C'est 2pi E efficace sur mu0 I efficace A ln de d plus A ou de 1 plus A sur d. Voilà, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Je commence à me manquer grandement de place. On va essayer de trouver un autre endroit où il y a un petit peu de place. Là, on va finir ça, cette application numérique à cet endroit-là. Donc j'ai n, c'est 2pi, c'est-à-dire 6, multiplié par le fameux E efficace. E efficace, ils ont dit c'est 1,5, 3,5. Divisé par le mu0. Mu0, c'est 4pi. Ah bah tiens, j'aurais pu garder le 2pi ici, et je divise par 4pi 10-7. Comme ça, les pi vont partir. Multiplié par le I efficace. I efficace, c'est 1 kA, 1000 ampères. Multiplié par le A c'est 0,3. Multiplié par le ln de 1 plus 30 cm divisé par 2, donc 1 plus 15. On va avoir du ln de 16 là-dedans. Donc, le pi, I part, le 2 fois 1,5, ça me fait 3. Le 3 sur 0,3, ça me fait du coup 10. Il me reste 10 sur 4, 10-7 fois 10 puissance 3, ça fait du 10-4. ln de 16. Alors, ln de 10, si je me souviens bien, ça fait 2, quelque chose. 2,7 vraisemblablement. On va vérifier, faire un petit calcul. Ln de 16, du coup, ça doit être de l'ordre, allez, on va dire 16, c'est 4 au carré. Donc c'est 2 fois ln de 4. Donc ça doit être de l'ordre de 1,2. Non, ça fait pas comme ça. Ln de 16, ça fait combien? 2,7, le fameux 2,7. Donc ça me fait 10 puissance 5 sur 4 fois, alors on va dire 2,5, comme ça va être plus simple, ça va me faire 10. Donc c'est de l'ordre de 10 puissance 4. Il me faut 10 000 spires. Donc si jamais vous voulez piquer l'électricité à EDF, ça marche. Ça marche. Mais pour alimenter votre petite ampoule à 1,5 volts, donc en gros c'est une ampoule de lampe de poche, il vous faut quand même 10 000 spires à 2 cm de la ligne haute tension. Donc je pense que le jeu n'en vaut malheureusement pas la chandelle pour pouvoir récupérer ce qui vous intéresse à cet endroit.